Je ne pense pas que qui que ce soit puisse séparer l'art de la politique. L'intention de séparer l'art de la politique est en elle-même une intention très politique. Cette citation de l'artiste et opposant chinois Ai Weiwei soulève la question plus large de la place de l'art en politique, et peut-être même du rôle de la culture face à une situation politique donnée. Or, c'est précisément le thème du livre de Blanche Sabat qui s'empare du concept de bataille culturelle. Dans un contexte de montée internationale du fascisme, d'offensive des idées ultra-conservatrice et antidémocratique, l'autrice défend la nécessité de mener une bataille artistique et une bataille des idées sur tous les plans pour pouvoir empêcher cette montée de l'obscurantisme. L'extrême droite dispose de récits, de symboles, de tout un univers de plus en plus puissant sur tous les canaux possibles. Mais comment faire pour proposer d'autres imaginaires ? Et est-ce qu'on lutte efficacement avec du cinéma, de la musique, de la peinture ou encore de la littérature? Est-ce que c'est ça la bataille culturelle ou est-ce que c'est plus large? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce nouvel entretien pour Blast. Blanche Sabat, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, dessinatrice et activiste pour le féminisme, le climat et la justice sociale. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. Vous êtes l'autrice de Mythes et Meufs en 2 tomes aux éditions d'Argo ou encore de l'histoire de la France au féminin aux éditions Casterman. Et aujourd'hui, vous venez de publier votre premier essai. Alors c'est un essai, mais on retrouve un petit peu de bande dessinée dedans. Ça s'appelle La bataille culturelle et c'est aux éditions Casterman toujours. Et alors, cet ouvrage, il s'ouvre avec un exemple du Seigneur des Anneaux, ce qui peut paraître peut-être inattendu, et vous dites qu'une de vos références antifascistes, c'est le Seigneur des Anneaux, et notamment Frodon Sacquet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Moi, j'aime bien ce petit personnage de Frodon Sacquet parce que je trouve qu'il résume bien ce qui peut nous traverser quand on est militant progressiste et qu'on a l'impression de faire face à un ennemi qui est plus grand que soi, à des structures qui sont surpuissantes, avec des ramifications multiples et que le combat est trop grand. Et j'aime bien le rappel que même en partant d'un point de départ où c'est loin d'être gagné, on peut y arriver, notamment par la coopération, et qu'il y a une énorme diversité des tactiques dans le Seigneur des Anneaux, que je rappelle du coup en introduction. Voilà, Frodon Sacquet, c'est un hobbit, c'est un peu l'ethnie la plus faible dans l'univers du Seigneur des Anneaux, où ils sont plus petits que la plupart des personnages, et pourtant, c'est eux qui vont être les plus grands acteurs et actrices du changement. Donc j'aimais bien partir de ça, et filer en fait la métaphore politique en faisant des analogies avec les différentes références de pop culture, parce que c'est marrant, et c'est peut-être plus accessible de passer par ce biais-là. Et puis c'est tout le concept de votre livre, c'est de parler de comment comment des œuvres culturelles peuvent aussi façonner inconsciemment ou pas, nos imaginaires et nos imaginaires politiques. Dans Bataille culturelle, il y a culture. Et au tout début de votre livre, on trouve cette phrase, je vous cite, « Vous connaissez probablement la citation attribuée à divers dignitaires nazis. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. » Cette phrase résumerait la pensée brutale et dominante du Troisième Reich et serait en même temps une façon utile de tourner les nazis en dérision en les présentant comme des incultes revendiqués et des ennemis de la pensée et du beau. Pourtant, le rapport des fascistes à l'art est nettement plus ambigu et les différents régimes autoritaires ne se sont pas privés de l'utiliser pour propager leurs idéologies terrifiantes. En réalité, l'art peut beaucoup. Le régime nazi va bel et bien mener une politique culturelle prolifique. Si la censure frappe les artistes que le régime juge indésirables et que la radio, la presse, le cinéma sont verrouillés et les livres brûlés en place publique, la Chambre de la culture du Reich, dirigée par Joseph Goebbels, entreprend une vaste opération de propagande pour diffuser la vision du monde nazi le plus largement possible. L'historien Johann Chapoutot parle dans son ouvrage « La révolution culturelle nazie » d'une quantité invraisemblable de productions pédagogiques, didactiques, cinématographiques, d'une création culturelle monumentale. Et alors c'est assez paradoxal, vous commencez avec ça parce qu'évidemment le régime nazi c'est le régime autoritaire auquel on pense et ça nous permet de se projeter un petit peu et vous mettez en exergue cette contradiction qui est que d'un côté ce régime va s'attaquer de manière extrêmement virulente à la culture, ce qui va lui valoir un peu cette réputation de voilà, ils aiment pas la culture, ils sont incultes. Et de l'autre côté, et c'est peut-être la partie qu'on oublie le plus finalement, ils vont financer très très massivement de la production culturelle. Comment est-ce que vous analysez ce qui peut être vu comme une contradiction au premier abord ?
Moi, je l'analyse, surtout je m'en sers pour prouver à quel point notre culture peut justement porter des narratifs émancipateurs. En réalité, on aurait tort de croire que la culture, c'est de l'ordre du juste de l'esthétique, ou que c'est un peu superficiel, ou que c'est juste un débat sur le beau, et que ça n'a pas de portée politique. Et je trouve que c'est intéressant de voir les stratégies de nos adversaires politiques, justement, et comment eux, ils ont su se servir de cet arsenal pour promouvoir une idéologie mortifère. Donc pour moi, se servir de cet exemple-là et le replacer dans ce cadre historique, justement, avec nos pires ennemis, vraiment le régime autoritaire par excellence qu'était le régime nazi, c'est de se dire, voilà, on aurait tort de croire que c'est simplement des autodafés. Et puis d'ailleurs, comment dire, ils ont investi la culture pour véhiculer une idéologie extrêmement inquiétante, extrêmement angoissante, et ils se sont aussi battus contre une certaine culture qu'ils jugeaient dégénérée. Parce que pour eux, c'est bien la preuve que ça a une incidence. Que c'est puissant, exactement. C'est-à-dire que s'ils ont trouvé le besoin de faire une exposition sur l'art dégénéré, de censurer certaines formes d'art, de censurer certains ouvrages, de les brûler, bah c'est bien qu'ils avaient une portée subversive, c'est bien que c'était puissant. Et donc du coup, moi, je veux réinvestir cette puissance, mais justement dans cet élan progressiste. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des régimes autoritaires. C'est qu'il y a toujours une propagande qui va aussi contenir une part d'art et une part artistique pour façonner les imaginaires parce qu'ils y trouvent une utilité, une efficacité. Et effectivement, ce que vous présentez, c'est vraiment un contre-projet face à ça. Et d'ailleurs, votre livre est préfacé par Cyril Dion, qui est un réalisateur, activiste, qui lui a déjà beaucoup parlé aussi de cette nécessité de façonner les imaginaires. Vous parlez de l'hégémonie culturelle qui a été théorisé par Antonio Gramsci. L'hégémonie culturelle, c'est un terme qu'on entend pas mal. On l'a même entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy, donc un homme de droite. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept et pourquoi est-ce que autant de gens s'en réclament aujourd'hui ? Moi, le concept d'hégémonie culturelle, il est théorisé par Gramsci. Et lui, son idée, ce qu'il défend, c'est qu'il... Lui, c'est un antifasciste italien du début du XXe siècle. D'ailleurs, le régime fasciste italien a décidé d'emprisonner Gramsci en déclarant qu'il fallait empêcher cet homme de penser pendant 20 ans. Et le principe d'hégémonie culturelle, on le doit à ses carnets écrits en prison. Je trouve que même sa vie, à titre d'exemple, est hyper intéressante pour voir comment, malgré les structures oppressives, on arrive à créer de la pensée dissidente. Et qui est devenue une référence aujourd'hui. Qui est devenue totalement une référence. Et en fait, Gramsci, lui, ce qu'il défend, c'est qu'il faut d'abord mener la bataille des idées pour ensuite mener la bataille sur le terrain, dans les structures politiques, et aboutir à un changement, d'abord un changement de paradigme pour aboutir à un changement sociétal. Moi, je m'inscris complètement dans la lignée de cette pensée-là. Donc c'est Gramsci qui le théorise en premier. Ensuite, ça a été repris aussi par des théoriciens états-uniens qui parlent de guerre culturelle dans un champ culturel américain extrêmement polarisé. Et ensuite, ça a été aussi repris par la droite sarkozyste. Et c'est là où moi j'aimerais revenir parce qu'il y a une confusion. Qui est que la droite a repris ce terme d'hégémonie ou de bataille culturelle pour le cantonner au domaine de la culture, et c'est-à-dire au domaine des produits culturels, les livres, les films, les essais, vraiment le produit de la culture. Et pour moi, là, il y a une incompréhension sur le mot culture, où il ne s'agit pas seulement du champ de l'esthétique, mais il s'agit de transformer la société. Et le terme culture, il est entendu comme société et non pas culture, champ culturel. Comme quand on dit par exemple culture du viol ou culture de l'inceste, il ne s'agit pas de dire les idées qui véhiculent des poncifs sur le viol dans notre domaine culturel, mais plutôt de dire une société qui est fondée sur le viol. Dans son imaginaire. Voilà, mais même dans ses structures. C'est-à-dire que dans ces institutions qui vont soit excuser, soit carrément promouvoir le viol. Et c'est ça qu'on entend par culture. Et du coup, pour moi, la bataille culturelle, c'est essayer de commencer par ce changement dans le domaine des idées pour aboutir à un changement sociétal et donc d'imposer un récit dissident. Mais c'est un récit dissident qui s'illustre pas que dans les histoires qu'on se raconte. Faire de la désobéissance civile, c'est entraver le récit hégémonique. Et pour vous, c'est une forme de bataille culturelle? C'est une forme de bataille culturelle, tout à fait. Le récit médiatique, dissident, c'est une forme de bataille culturelle. Le fait de promouvoir, par exemple, des nouvelles manières d'écrire ou de faire de la littérature, notamment grâce à l'écriture inclusive ou des formules épicènes que j'utilise tout au long de l'essai, c'est aussi une forme de bataille culturelle. Et donc, du coup, pour moi, je me réapproprie ce terme et je le développe
parce que j'ai pu l'affûter au gré de divers mouvements progressistes. Et pour moi, la bataille culturelle, elle est forcément progressiste. Elle est imposer un récit dissident pour sortir de l'hégémonie culturelle dans laquelle on est englué. Et notre hégémonie culturelle, du coup, qui est dominante et qui est extrêmement répandue, elle est bourgeoise, conservatrice et de plus en plus à droite. Et alors là, on se retrouve à Blast, on est dans un média. Nous, notre bataille, c'est celle de l'information vérifiée, sourcée. Nous, c'est ça qu'on promeut ici à Blast. Et vous dites, informer ne suffit pas. Il faut convaincre. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment est-ce qu'on convainc et quelle est la différence avec la diffusion de l'information ? Je suis arrivée à ce constat, en fait, quand il m'est apparu que malgré les données, les chiffres, les études, il y avait certains poncifs, certaines idées reçues, vraiment certaines fictions qui restaient profondément ancrées dans le collectif, dans notre société. On a beau savoir, en fait, que le réchauffement climatique est une réalité. On en est à la 30e COP, quand même, qui va se tenir au Brésil dans quelques mois. On en est à des rapports du GIEC successifs. Et pourtant, il y a encore des gens pour nier la réalité du réchauffement climatique. Je cite aussi l'exemple des violences faites aux femmes, et qui s'applique à beaucoup d'autres discriminations aussi, où en fait, on le sait que il y a moins de 1% des violeurs qui sont condamnés, que 94% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite. Et on a beau marteler ces chiffres, on a encore énormément de gens qui pensent qui croient au mythe des fausses accusations, qui pensent que quand une femme se fait agresser, c'est forcément dans l'espace public et c'est forcément par quelqu'un de marginal, par quelqu'un de détraqué, de monstrueux, et que c'est pas du tout quelque chose de systémique, quelque chose qu'on peut retrouver dans son propre foyer, quelque chose qu'on peut retrouver dans sa propre relation. Et donc on doit vraiment mener différemment que par le fait d'asséner des informations et des données chiffrées et sourcées, cette bataille pour changer, faire évoluer les mentalités. Et donc en fait, c'est parce que je suis arrivée à ce constat en militant et en m'adressant à plein de monde et en me rendant compte que répéter inlassablement les chiffres et les données, parfois ça ne suffisait pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut passer par la narration. Pour moi, il faut faire appel à autre chose, parce qu'on n'a pas tous le même langage et pas tous et toutes le même logiciel pour comprendre et pour être convaincus. Donc moi, je recommande, pour les personnes pour qui les chiffres et les données ne suffisent pas, de passer par le sensible. Donc de passer par les émotions, de passer par l'affect, parce que voilà, on est des êtres sensibles, on est des êtres qui nous fabulons sans cesse. Je cite Myriam Bafou en introduction, on passe par la fabulation pour se raconter, pour se définir. Et donc du coup, souvent, ça va être des narrations, des mises en narration de combats, de vécu, de réalité qui vont nous toucher, qui vont humaniser l'autre, qui fait qu'on va pouvoir s'identifier à un récit, reconnaître notre humanité dans l'autre et du coup se sentir concerné là où les chiffres avaient une portée un peu plus aride, un petit peu plus distanciée. Est-ce que le journalisme ne fait pas, parce que évidemment je reviens sur le journalisme, mais est-ce que le journalisme ne peut pas faire ça aussi ? Est-ce qu'il ne le fait pas finalement de toute façon parce qu'il y a toujours une forme de structure narrative, en tout cas la plupart du temps, dans les reportages, dans les articles, quand on va décrire un phénomène, le fait qu'il y ait des témoins, par exemple, ça va permettre souvent cette identification, ce processus d'empathie. Qu'est-ce qui diffère entre ça, ce travail journalistique, et vous, tout le travail artistique dans lequel vous vous êtes engagé et dont vous faites la promotion au travers de divers exemples dans votre ouvrage ? Pour moi, en fait, c'est un véritable travail de traduction. C'est-à-dire que je pense que dans le journalisme et bien sûr dans le reportage, il peut y avoir cette dimension de narration, mais on reste toujours, et heureusement, très très proche des faits, et on va aussi, on va pas aller trop loin dans la narration ou dans le fait de chercher l'émotion, parce que du coup, ça aura tout de suite un côté un petit peu artificiel, et je trouve que quand c'est trop explicite, qu'on cherche absolument à faire larmoyer son interlocuteur, ça peut aussi avoir l'effet inverse, et un peu braquer et se dire, c'est trop orienté. Donc c'est une question de cadre, parce que le exactement. journalisme se revendique d'une certaine impartialité. Voilà, et il y a cette question de neutralité, de biais qui rentre en compte dans le journalisme, et dont on peut totalement s'affranchir quand on fait de la fiction. Et si on choisit de prendre un personnage et d'épouser sa vie et de se mettre dans sa peau dans une histoire, on n'a pas besoin d'être neutre, et on n'a pas besoin forcément de justifier. On peut aussi être touché par quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel. Et je trouve que quand on est dans l'information, on va être dans la rationalité, dans la raison, dans la quantification des données, des dégâts, alors que quand on se situe dans le sensible, on va faire appel à quelque chose de plus viscéral, mais qui se recoupe totalement. Et en fait, ce que je dis aussi dans mon chapitre sur la vérité ne suffit plus, c'est que la vérité, elle est indispensable, mais elle a besoin d'aide. De la même façon que l'art et le sensible, c'est indispensable et ça peut pas se passer de la vérité. J'incite les artistes à s'emparer des faits et les scientifiques
à faire appel aux sensibles et à ce qu'il y ait en fait une alliance entre les deux, une forme de convergence de ces deux manières de nous informer et de nous parler, et qu'en fait chaque personne qui ait son domaine d'expertise collabore avec une autre personne qui a un autre domaine d'expertise, et qu'ensemble on arrive à produire quelque chose qui puisse en même temps être extrêmement proche de la vérité et en même temps faire appel à des choses en nous plus humaines, pas forcément rationnelles, qui puissent toucher des cordes sensibles différentes en nous. Et vous prenez en exemple le travail d'archiviste réalisé par les réalisateurs du film 120 battements par minute ou encore du film Annie Colère, qui traitent tous les deux d'événements historiques de lutte sociale, mais qui vont se fonder autour de récits individuels et dont les trajectoires des personnages principaux vont nous toucher, vont nous sensibiliser peut-être à ces différentes causes. Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de la manière dont certaines œuvres d'art ont pu contribuer à la prise de conscience dont on a besoin selon vous? Alors il y a une BD que j'aime beaucoup de Tiphaine Rivière qui est une adaptation en bande dessinée de La Distinction de Bourdieu, et je trouve que ça illustre bien ce que j'entends par traduction et par l'idée que on a chacun nos domaines d'expertise, mais que en les combinant, eh bien on peut aboutir à des vraies prises de conscience. Où moi j'adore la sociologie de Bourdieu, mais je la trouve pas du tout accessible. Je trouve que c'est difficile de se familiariser avec sa pensée quand on n'a pas des bases en sociologie, et donc c'est ce que j'entends par la vérité ne suffit plus. Parfois le savoir et pas toujours à la portée de tout le monde, et pas toujours dans des formats les plus lisibles, les plus digestes. Et donc, ce qu'elle fait, Tiphaine, c'est qu'elle fictionnalise, en fait, elle fait un cadre fictionnel pour donner à voir la pensée de Bourdieu. Elle imagine un professeur de terminale qui arrive dans une classe, et c'est le professeur de sociologie qui leur fait une intro à la socio. Et donc, tout son ouvrage met en scène des personnages qui sont dans cette classe de terminale dans laquelle il y a une très grande mixité sociale et qui illustrent en fait les théories en même temps qu'elles nous familiarisent avec cette pensée. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux parce que c'est vraiment un exercice de traduction et de mise en récit de quelque chose qui est pas forcément hyper accessible de prime abord. Pareil, je parle de la BD Sibylline de Sixtine Dano où il y a aussi une forme de porosité entre les disciplines. C'est-à-dire que on va avoir des scientifiques qui sont artistes et puis des artistes qui sont un peu sociologues. C'est-à-dire que Sixtine, elle a mené des entretiens sur donc sa BD, elle parle du sujet de la prostitution étudiante. Elle a mené des entretiens, elle a établi des statistiques et à partir de ça, elle s'est servie de ces récits pour inventer des personnages complètement fictionnalisés et mettre en scène les données qu'elle avait recueillies pour parler d'un sujet hyper complexe avec un super female gaze. Et donc là, on a vraiment l'adéquation entre savoir et fiction pour transmettre un message progressiste. Son dessin est très artistique. Il y a il y a vraiment une part de créativité qui est très très importante dans l'usage qu'elle va faire du fusain, par exemple. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la joie. Ça, c'est pareil, c'est central dans votre ouvrage. Et c'est un débat peut-être qu'il y a de plus en plus dans les sphères d'activisme, de militantisme. C'est que pour vous, la joie n'est pas assez présente et que nous devrions, du côté des progressistes, se réjouir beaucoup plus de nos victoires. Et vous, c'est quelque chose dont vous parlez dans votre livre, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous ai vu en parler ces dernières années de plus en plus. Pour vous, on célèbre pas assez. On ne célèbre pas assez la constitutionnalisation de l'avortement. Selon vous, on n'a pas assez célébré la victoire, par exemple, du NFP. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile de se réjouir quand on voit le degré de difficulté auquel on fait face dans notre époque, les drames qui jalonnent le quotidien de tout observateur en fait du monde et évidemment même juste de la France en fait où déjà c'est extrêmement difficile. Typiquement vous qui avez milité pour le nouveau Front populaire, vous auriez pu à l'issue des résultats du second tour, vous dire le premier groupe reste encore le Rassemblement national, enfin le premier parti. Il y a quand même une victoire écrasante de l'extrême droite. L'extrême droite va infiltrer les institutions, on n'aura pas un gouvernement de gauche, vous êtes de gauche, et vous dites non, c'est déjà une victoire, et à un moment, il faut arrêter d'être tout le temps pessimiste parce qu'on se tire une balle dans le pied. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette pensée ? Oui, moi je souscris complètement à cette idée de célébration des victoires d'étape. Et il ne s'agit pas de dire c'est le grand soir, on a gagné et du coup il n'y a plus rien à faire. Je connais personne qui a jamais dit ça à gauche. On nous caricature souvent comme ça, alors que vraiment jamais on a prétendu avoir tout gagné. Pour autant, les victoires d'étape, les célébrer pour tenir sur le long terme, pour tenir la distance, c'est absolument essentiel. Vous dites c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Et dans la petite BD qui ouvre ce chapitre sur la joie, je file la métaphore entre le marathon et la course de longue haleine pour une campagne politique, pour pousser un narratif progressiste. Et je dis, mais qui
si vous avez déjà vu des gens courir un marathon, si vous avez encouragé des gens qui courent un marathon, qui est motivé pour terminer le marathon avec des gens sur les bancs qui leur disent « Ah, c'est encore tellement loin, tu vas jamais y arriver, je pense que tu ferais mieux d'abandonner. Ah, j'admire ton courage, moi j'y crois pas du tout. La ligne d'arrivée est encore tellement loin, ah non, il y a pas d'horizon. » Personne ne gagne une course comme ça. Et on l'a beaucoup dit justement au lendemain des législatives, c'est pas une course, c'est un marathon, donc il va falloir construire ensemble pour les prochaines échéances électorales. Et bon, on a eu beau dire ça, je trouve qu'on ne s'est pas assez réjoui, on ne s'est pas assez posé pour dire attendez, justement puisqu'on prend cet exemple-là, au lendemain des législatives, la veille des législatives, tout le monde nous donnait perdant. Personne ne pensait que la coalition des gauches arriverait en tête aux élections. C'était impensable, c'était infaisable. Le soir de la dissolution, on l'a appris tous et toutes en direct. Moi, j'étais avec des activistes de mon collectif Action Justice Climat quand vraiment Macron a dit « hop, c'est la dissolution ». On s'est dit « ça y est, l'extrême droite va prendre le pouvoir ». Et on a réussi à déjouer ça. Et je trouve que rien que ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer dans le sens où on a déjoué les pronostics. Et ça, en termes de bataille culturelle, c'est hyper important de se dire, il n'y a pas de fatalité. On peut créer une brèche. Si on s'organise, en fait, on est plus nombreux, on est plus puissants. Et non, toute la France n'est pas de droite. Rien que ça, en fait, rien que ce qu'on a prouvé à ce moment-là, indépendamment des querelles entre les partis de gauche, indépendamment du manque d'unité qui, moi, personnellement, m'agace, je pense qu'on a réussi à prouver quelque chose en tant que société civile, pas seulement en tant que parti politique ou que électeur, en tant que société civile organisée, on a réussi quelque chose et ça, c'est hyper important de le rappeler. Ce que vous dites ne fait pas consensus dans les milieux militants, je tiens à le dire. Il y a des personnes qui trouvent que tout le temps appeler à la joie revêt une forme de naïveté, voire de bêtise, qui serait de dire bah non, mais vous n'avez pas compris la gravité de la situation pour là vous permettre de célébrer ça maintenant, c'est que vous êtes aveuglé par le niveau de gravité. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces personnes ? Moi, je réponds que, alors déjà, on n'a aucun mal à faire appel aux émotions en politique, dès lors que c'est certaines émotions consacrées. Je pense à la colère, par exemple. Dans la lutte sociale, c'est très utile, c'est très fécond, la colère. C'est revendiqué, c'est utilisé, c'est très bien. À l'inverse, chez nos adversaires politiques, donc le Rassemblement national et alliés, c'est la peur. Ils carburent à la peur. Ils procèdent par une stratégie de la terreur pour ensuite inciter à la haine. La joie, c'est une émotion qui est tout aussi légitime et qui est stratégique. On a toujours l'impression de passer pour quelqu'un de naïf, quelqu'un de benet, quelqu'un qui se rend pas compte de la situation quand on investit la joie, mais en réalité, c'est tout autant une stratégie que d'investir d'autres émotions. Et c'est pas une émotion qui est moins légitime que les autres. Est-ce qu'elle est aussi mobilisatrice ? Moi, je pense qu'elle l'est tout autant. Ouais, tout à fait. Je pense que, je cite d'ailleurs la philosophe Simone Veil, dans ce chapitre sur la joie, qui dit que, Veil avec un W, donc, la philosophe, pas la politique, qui dit que se réjouir sur un lieu, notamment de travail, elle parle des usines, des ouvrières dans les usines, les ouvrières métallo, se réjouir sur un lieu de travail où jadis il n'y avait que l'aliénation, c'est déjà une victoire. Et donc, du coup, de revendiquer, de reprendre le pouvoir, il y a de l'agentivité dans la joie. C'est de reprendre un petit peu le pouvoir sur son existence et de pas avoir une existence entière consacrée à courber les chines et ensuite à peut-être espérer des lendemains qui chantent mais qui arriveront jamais, qui arriveront dans 200 ans. Ben non. On a le droit de revendiquer une dignité à exister, une joie, une célébration à exister dans le présent. Et rien que ça, c'est déjà reprendre le pouvoir sur nos imaginaires et c'est déjà ça qu'ils n'auront pas. Et comment est-ce qu'on fait quand on est opprimé ? Quand on est victime peut-être d'une précarité très importante, qu'on travaille énormément, qu'on est victime de racisme, de sexisme, d'homophobie, que notre quotidien est peut-être régi en fait par ces oppressions qui sont très difficiles à vivre, comment on fait pour trouver la joie ? On pourrait aussi nous accuser, là, sur ce plateau, d'être à Paris, de pas être victime de précarité et de dire aux gens « soyez joyeux », sachant qu'il y a des personnes qui peut-être ont juste pas la capacité parce que ce sont des personnes trop opprimées. Mais en fait, moi, c'est pas une injonction que je donne. Je suis, globalement, en tant que féministe, je suis contre les injonctions. C'est plutôt un constat. C'est plutôt de voir que, justement, même dans des situations qui paraissent extrêmement précaires et désespérées, il y a de la joie communautaire qui existe. Et qu'en fait, ça nous redonne de l'énergie pour lutter. C'est une manière de se ressourcer, c'est une manière de faire collectif, c'est une manière de rencontrer l'autre, et c'est une manière de déjouer, en fait, les plans des droites et des extrêmes droites qui nous veut diviser, qui nous veut déprimer. Donc la joie, c'est pas un truc de bourgeois ? Ben non.
Justement, les bourgeois, au contraire, ils sont sur leur canapé, ils sont drapés de leur cynisme politique et ils ont l'audace de nous dire « mais vous vous rendez pas compte ?» Mais bien sûr que si, on se rend compte. Bien sûr que si, qu'en tant que personne minorisée, on se rend compte du danger. Et c'est justement en connaissance de ce danger qu'on choisit de mettre un caillou dans la chaussure de l'extrême droite en revendiquant notre droit à une vie digne, à un futur plus juste, à une société plus désirable. Pour moi, rendre désirable notre projet politique, c'est aussi une stratégie. Et c'est ça qui permettrait peut-être de rallier des nouvelles personnes qui vont se dire ah mais en fait il y a quelque chose d'attrayant dans cette pensée progressiste parce que justement ce ne sont pas des personnes qui sont tout le temps dans la colère. Exactement, et je pense que c'est important de se donner des perspectives aussi, de dire oui, le déterminisme social c'est un fléau, la reproduction des structures et des dominations de génération en génération, mais si on ne dit que ça, on ne donne pas envie de se battre, au contraire on se dit bon bah d'accord, on a déjà perdu, donc à quoi ça sert de se mobiliser? Donc pour moi l'idée c'est bien évidemment de remettre en cause le mythe de la méritocratie qui ne fonctionne pas du tout. Pour autant, on doit penser en même temps des perspectives d'émancipation et des perspectives qui sont collectives. Et donc voilà, pour moi, c'est... En fait, ils nous veulent, la droite et l'extrême droite, nous veulent diviser, déprimer et convaincus que ça ne va pas marcher. Parce que si on est convaincu que ça ne sert à rien, que ça va pas marcher, on n'essaye même pas. Et donc, on leur facilite le travail. Donc pour moi, l'idée de réinvestir la joie, le collectif et le fait de se redonner de la force collectivement, non seulement c'est sortir, pour une fois, sortir de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on n'attend pas un grand soir, on le concrétise au jour le jour, et ça fait du bien. Et ça permet de continuer à lutter sur le long terme, et en même temps, on leur rend la tâche la plus difficile possible. Moi, il s'agit pas de dire « je suis persuadée qu'on va gagner, croyez-moi sur parole », j'ai pas cette prétention-là. Pour autant, je dis, quoi qu'il arrive, on ne va pas rendre les armes avant d'avoir essayé de se battre. Et donc, pour moi, cette idée de réinvestir la joie, c'est ça, c'est leur rendre la tâche la plus ardue possible. Et toujours sur cette question de la joie, une autre critique que j'ai pu observer, c'est celle qui consiste à dire qu'il y a une forme d'indécence à être joyeux alors qu'il y a ce niveau de précarité, de discrimination, qu'on est à une période où il y a un génocide qui a lieu, et donc il y aurait une forme d'indécence à soi se permettre de se réjouir alors que des événements aussi tragiques touche autant de personnes à travers le monde. Pour moi, c'est vraiment le dernier contre-argument à vous, votre thèse. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui, dans les sphères, souvent c'est des sphères plutôt d'activisme, disent ça? Moi, je leur réponds qu'il ne faut pas avoir de la joie à tous les instants et dans toutes les circonstances. Bien évidemment on a toute une palette d'émotions très variée, très complexe, et donc c'est pas forcément quelque chose à invoquer. Il y a évidemment des circonstances dans lesquelles ça s'y prête pas, mais pour moi, on aurait tort de s'en priver. C'est plutôt diversifier notre palette d'émotions et diversifier nos stratégies. Je crois beaucoup en la diversité des tactiques. Il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire. Donc évidemment qu'il y a des moments où il faut du recueillement, de la solennité, parfois du silence. Et il y a des moments où il faut de la joie, de la célébration, du pouvoir collectif. Il faut juste savoir les doser et savoir quand les investir et savoir quand il est de bon ton de les investir. Parmi les obstacles que vous analysez à cette victoire de la bataille culturelle, vous parlez de ce qu'on qualifie souvent de pureté militante. C'est pour vous ce qui empêche aussi d'aller plus loin. Je vais citer un extrait de votre livre sur le sujet. Pour ne pas prendre part à la société qu'ils et elles combattent, nombre d'activistes ont entrepris de réguler leur propre comportement, réduire leur impact carbone en limitant leurs déplacements, modifier leurs habitudes alimentaires, employer un vocabulaire précis et codifié, ne s'associer professionnellement qu'avec certaines structures jugées vertueuses, etc. Je ne critique pas cette stratégie en elle-même. Il est cohérent d'appliquer dans sa vie les principes dont on se revendique, de montrer l'exemple et d'inspirer son entourage. Il est louable de ne pas cautionner ou financer des structures reposant sur l'exploitation des autres. Je constate cependant les limites de cette éthique qui se transforme vite en un code moral très rigoureux et individualiste, faisant fi des dynamiques collectives. Les activistes n'invitent plus à boycotter un produit pour pénaliser l'établissement qui le commercialise, mais parce qu'il est moralement infamant de l'utiliser. Le groupe ne concentre plus ses efforts coercitifs sur l'entreprise qui fabrique et diffuse ce produit, mais seulement sur les personnes qui le consomment et donc déroge à l'éthique dominante, instaurant un climat de surveillance et de jugement généralisé au sein même des cercles progressistes. L'essayiste et sociologue Elsadeh Marceau analyse ces dynamiques dans son fabuleux essai Faire justice. Il semblerait y avoir un jeu de vase communicant entre l'impunité des groupes dominants et l'extrême niveau de rigueur dans certains milieux militants, avance-t-elle. En l'absence d'un projet militant fédéral
fédérateur pouvant mener à un futur enviable, les forces progressistes en viennent à succomber à un moralisme justicier et réprobateur. On pourrait parler d'un militantisme sans réel espoir de changement. C'est ce que Wendy Brown nomme le moralisme progressiste. Alors pourquoi vous avez décidé de consacrer un chapitre de ce livre sur la bataille culturelle à ce qui est qualifié ici de moralisme progressiste? Quel est le problème que ça pose, ce qui, encore une fois, au premier abord, paraît parfaitement légitime, c'est-à-dire d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? La cohérence, elle est tout à fait normale et elle est tout à fait louable, mais ne s'en tenir qu'à ça, c'est-à-dire transformer son comportement individuel, non pas parce qu'on a l'espoir que ça arrive à transformer la société, mais juste parce que nous, on a envie d'atteindre une forme d'idéal, une forme de perfection, et de morale. morale, exactement, et de ne pas se rendre complice de choses qu'on ne cautionne pas. Et donc, dans les faits, bien sûr, mais ce par quoi ça se traduit, c'est qu'on va se transformer soi par esprit de dépit de ne pas arriver à transformer les autres et de ne pas arriver à transformer les structures. Et c'est là où, en fait, c'est un vrai lien avec ce que j'entends par la bataille autour de la joie militante, c'est que moins on a de perspectives positives et d'espoir de changement, plus on va en arriver à essayer de changer ce sur quoi on a une prise directe, c'est-à-dire nous-mêmes ou nos cercles très proches, très militants. C'est-à-dire que instaurer de la surveillance et du jugement entre nous, ça va avoir un impact très concret, très direct et très mesurable, parce que l'immense multinationale qu'on aimerait bien contraindre et sur laquelle on a beaucoup moins de pouvoir, on a l'impression que cette structure elle est trop forte et qu'on n'arrivera jamais à la faire changer. Et donc du coup, ça nous prive de dynamiques collectives qui peuvent être très fécondes et ça nous enferme dans une recherche de pureté qui est illusoire, parce que la perfection c'est impossible, on est des êtres humains, on est imparfaits, et qui est... Puis on est des êtres humains dans une société néolibérale, productiviste... Et qui est terriblement individualiste aussi. Et donc c'est là où on voit que le capitalisme et l'individualisme et le néolibéralisme s'est infiltré dans nos stratégies militantes. Et c'est compréhensible dans le sens où on fait partie de cette société, forcément, donc elle est poreuse. Donc notre militantisme, c'est un petit peu, malgré lui, adapté à ce néolibéralisme ambiant. Et donc moi, j'appelle à contrer ça par des dynamiques collectives. Et c'est aussi l'illusion qu'on peut s'extraire totalement des systèmes de domination qui traversent notre société. On est tout le temps en train de rappeler que les oppressions sont systémiques et donc il suffit pas de nous arrêter de faire quelque chose ponctuellement pour que l'oppression au global soit diminuée ou endommagée. Ce que vous dites aussi, c'est que le principal danger, c'est que c'est excluant. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas sensibilisées à ça, qui ne sont pas militantes en fait, et qui potentiellement pourraient commencer à l'être, parce que souvent on le rappelle, une trajectoire de conscientisation politique, c'est long. On ne devient pas activiste du jour au lendemain, et ça peut exclure ces potentielles nouvelles personnes que d'avoir des codes qui sont aussi rigides et des exigences morales finalement qui sont aussi importantes. C'est ça. Et le terme moralisme, il est hyper important parce que du coup on va faire quelque chose parce que c'est perçu comme bien ou perçu comme mal. Donc, c'est vraiment ce truc binaire de bien ou mal et de moralisme, et on ne va pas se poser la question de l'efficacité et de la stratégie. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de contraindre cette entreprise à arrêter un pipeline en Ouganda, ou est-ce que l'objectif, c'est d'être dans un tout petit cercle où tout le monde fait bien comme il faut, mais avec très peu de prise sur le monde? Pour rester sur cette idée de pureté, c'est vraiment un gros débat dans les sphères progressistes, parce que on a aussi besoin de critique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évacuer toute critique de ses propres mouvements au nom de surtout pas faire de la pureté militante. Donc moi, ma question, c'est, en vous lisant, quel est le bon équilibre? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut apporter cette critique sans détruire l'efficacité du mouvement auquel on prétend appartenir? Tout ça, c'est des questions qui sont quand même assez complexes et qui, encore une fois, traversent beaucoup les milieux activistes et les milieux qui entendent mener cette fameuse bataille culturelle. Pour moi, c'est la question du cadre qui prime pour répondre à votre interrogation. Évidemment qu'il est légitime de critiquer les mouvements dont on est issu, de critiquer nos stratégies. D'ailleurs, c'est en partie ce que je fais dans ce chapitre, c'est apporter une critique, et je reprends ce que dit Elsa Decmarceau, apporter une critique de nos propres milieux pour s'améliorer. L'idée, c'est vraiment donc déjà l'intention. Pourquoi on critique? Est-ce qu'on critique parce que c'est bien ou mal et se constitue une nouvelle fois dans le moralisme, ou est-ce qu'on critique parce qu'on a l'espoir que ça s'améliore et qu'on veut mieux faire et qu'on veut faire quelque chose de constructif. Et ensuite, il y a la question du cadre, c'est-à-dire dans quelles circonstances on critique. Si on fait quelque chose d'extrêmement public et d'extrêmement violent et d'extrêmement virulent, pour moi, ce n'est pas forcément la manière la plus efficace d'apporter une critique constructive dans nos propres milieux. En revanche, si on instaure un cadre de débat, on dit bon, là, il y a cette question qui nous divise, est-ce qu'on peut en discuter dans une AG par exemple, ou même si on veut le faire public,
publiquement? Est-ce qu'on peut en discuter sur un plateau où il y a un cadre, où il y a de la modération, où il y a de la bienveillance, et où on acte qu'on a des désaccords et qu'on est prêt à en discuter? Et on n'appelle pas forcément au harcèlement. Voilà, on n'appelle pas au harcèlement, on n'appelle pas à la disparition, à la destruction publique de l'autre, on n'appelle pas au boycott nécessairement de l'autre, on est juste en mode, on a des points de vue différents, on a des stratégies différentes, est-ce qu'on peut en discuter, et est-ce qu'on peut acter ces désaccords et tout de même penser des stratégies communes. Je pense que c'est important, non pas de le faire à tout prix, mais au moins de se poser la question et de pas supposer qu'on a la bonne manière de faire. Et c'est là aussi où je reviens sur ce terme de moralisme, où on dit « moi c'est bien » et du coup si toi tu ne fais pas les choses exactement comme moi, ça veut dire que ta manière de faire les choses c'est pas bien. Mais en fait il faut sortir de ce truc hyper binaire. Pareil, en tant que féministe, la binarité c'est pas non plus ma notion préférée. C'est pas blanc, noir, bien, mal. Il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs bonnes manières de faire. Et on est plus fort quand on dialogue et quand on met en commun et en lien nos stratégies qui peuvent diverger. Puisqu'on parle justement de stratégies qui peuvent diverger, il y a un grand sujet qui divise, là encore, du côté des personnes qui entendent promouvoir des idées progressistes, c'est ce qu'on fait avec les électeurs du Rassemblement national, les électeurs d'extrême droite. Et vous abordez ce sujet parce que ça, c'est vraiment un endroit où il y a eu de grosses disputes, de gros désaccords. Vous le mettez en exergue, là, au début de ce chapitre, avec une petite bande dessinée, où on voit que pour vous-même, en fait, c'est super difficile d'avoir de la bienveillance, du dialogue avec des gens qui prétendent directement, consciemment ou pas, vous enlever des droits à d'autres personnes que vous, voire mettre en danger de mort d'autres personnes que vous. Et évidemment, la question qui se pose, c'est comment on fait quand il y a quand même 11 millions d'électeurs et d'électrices du Rassemblement national. On ne peut pas se dire qu'on ne parle pas à 11 millions de personnes, sachant qu'en plus c'est un chiffre qui augmente. Et alors là, vous dites comme réponse en fait à cette conflictualité, vous dites débattons, argumentons, sans dire je te comprends, car nous ne nous comprenons pas, et sans refuser de parler sous prétexte qu'on ne parle pas avec ces gens-là. Démantelons la logique xénophobe et raciste du Rassemblement national grâce au débat d'idées. Clouons-leur le bec sur les plateaux de télé, ne laissons pas passer la petite vanne au repas du dimanche, proposons un projet de société qui fasse envie, qui fasse mieux, combattons le racisme avec de l'antiracisme, la misogynie avec du féminisme, l'éco-anxiété avec de l'écologie populaire. La question que nous devons nous poser, ce n'est pas qui a la supériorité morale, mais qui a le projet de société le plus désirable pour le bien commun. Alors vous dites, faut débattre, faut en parler, tout en finalement, l'exemple que vous prenez, c'est de dire, là ça c'est raciste, et qu'on ne doit pas hésiter, selon vous, à qualifier de raciste un propos raciste. La question, c'est évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un risque de braquer ces personnes qu'on entend convaincre? Le risque, il est pris en conscience. Mais je pense que le risque le coût de ne rien dire, il est plus élevé que ce risque-là. Oui, peut-être. On va braquer des gens, on va se disputer avec des gens. Et moi, vraiment, ce que je dis dans ce chapitre-là, c'est disputons-nous. Il faut quand même y aller. Il faut y aller. Là, on a un niveau de banalisation d'idées racistes et misogynes, un niveau de décomplexion que moi, j'ai jamais vu de ma vie. Moi, j'ai grandi dans un monde où on me disait que le racisme, c'était pas bien, voire même que c'était interdit, que le Rassemblement national, c'était un parti de collabo. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont fiers de dire ça, de représenter ça, de voter ça, et qui ont plus honte, qui ne se cachent pas. Et on laisse faire quelque part quand on ne s'insurge pas, quand on entend un propos raciste, quand on n'ose pas. Mais il y a des personnes progressistes qui vont s'insurger, en fait, qui vont s'insurger publiquement, qui vont au contraire. Il y a quand même aussi tout un mouvement du côté des sphères progressistes de dire mais quelle horreur, qui même parfois s'inscrivent dans ce qui est qualifié de mépris. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu pour qualifier ce qui doit être qualifié, tout en ayant quand même quelque chose de l'ordre de productif, en fait, d'efficace pour faire changer les personnes d'avis. Et l'idée, c'est pas juste de dire « Ah, c'est horrible, je me désolidarise, je quitte la table, je quitte la pièce, j'arrête de parler ». Moi, j'appelle pas du tout à ce qu'on coupe le dialogue. Au contraire, j'appelle à ce qu'on renoue le dialogue, mais sans complaisance. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à investir de l'ordre du dissensus. Assumer le dissensus. Et c'est pas méprisant que de dire « Je suis pas d'accord avec toi ». Mais juste, il faut l'affirmer à un moment donné. Sinon, on laisse la fenêtre d'Overton partir à droite toute. Et moi, l'idée, c'est qu'on la remette un petit peu au milieu, et c'est qu'on ramène, en fait, qu'on remette les pendules à l'heure de qu'est-ce qui est censé être acceptable ou non dans une discussion ou dans une soirée. C'est un petit peu le même principe que de réagir quand on fait une blague misogyne, en fait. Quand il y a une blague sexiste ou misogyne qui est faite dans un groupe, et que la personne se rend compte que personne dans le groupe ne rigole, et qu'elle se sent complètement en décalage avec en fait l'éthique du groupe, ce qui est perçu comme drôle ou ce qui est perçu comme acceptable, et tout le monde lui dit non là mec, cette blague là c'est pas possible. Et ben qu'est-ce qu'elle fait?
Alors oui, elle peut se braquer et elle peut partir. La plupart du temps, elle va se dire « Ah ouais, ok, d'accord, cet humour, là, ça passe plus. » Ça marche quand il y a une majorité. Et justement, j'appelle à ce que les gens me rejoignent de ce côté, fassent partie de cette majorité, qu'on soit plus nombreuses à dire stop, ça c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, il y a des exemples. J'ai des gens qui m'écrivent de temps en temps, ils me disent bah là j'ai osé, là j'ai dit non, là j'ai dit non mais ça c'est pas possible. Et en fait j'étais surpris de me rendre compte qu'autour de moi, en fait on était nombreux à penser ça, mais personne n'osait le dire parce qu'on avait peur de braquer, de s'engueuler, parce que ça coûte de s'engueuler. Et puis il y a aussi ce risque dans un moment où les personnes qui défendent des idées qui sont proches des droits humains, en fait, globalement, voilà. Aujourd'hui, sont tellement stigmatisées. Dans les médias, on l'a beaucoup documenté à Blast, c'est des wokistes, des gauchistes, des islamo-gauchistes, maintenant on parle d'ultra-gauche. Il y a le risque aussi, quand on est dans un endroit où on n'est peut-être pas en majorité, que de tenir certains propos de manière un peu ferme, on peut être vu comme ça, et donc cornérisé, et donc pas écouté. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui peut-être auraient cette peur en se prononçant de cette manière dans, par exemple, leur sphère personnelle? Alors déjà, moi, il y a un de mes proverbes préférés qui marche bien avec le titre de cet ouvrage, c'est « Il faut choisir ses batailles ». Donc, bien évidemment que c'est pas une stratégie à adopter tout le temps, en toutes circonstances, quel que soit le contexte. Ça dépend énormément de l'endroit dans lequel on se trouve, de notre degré de vulnérabilité. Dans la sphère professionnelle, par exemple, c'est pas toujours possible d'affirmer haut et fort ce qu'on pense. Et quand on sait qu'on est en ultra-minorité, il s'agit absolument pas de se mettre en danger. Moi, j'incite à faire ça dans des groupes encore plus proches que ça, dans les groupes d'amis, dans nos familles parfois, où on sait qu'on a un impact immense sur ce que pensent nos proches. Il me semble bien que c'est à Blast que j'ai lu cette information, qu'on est parmi les personnes qui ont le plus d'influence sur nos proches, c'est les gens de leur cercle immédiat, donc leur famille, leurs amis. Et là, j'invite à faire preuve d'intransigeance. Par ailleurs, je reviens aussi un peu sur ce détail de on pense parfois qu'on est isolé, parce que tout le but des droites et de l'extrême droite, c'est de nous faire ressentir cet isolement, et de nous isoler, et du coup de nous diviser, et que parfois, quand quelqu'un dit non, là ça suffit, on est des dizaines et des dizaines à lui emboîter le pas, et on se rend compte qu'on est beaucoup moins seul que ce qu'on pensait. Mais pour ça, pour se rendre compte de ça, il faut commencer à en parler, il faut commencer à résister. Et justement, à la fin de l'ouvrage, vous donnez des exemples de résistance qui fonctionnent. Parce que là, on a peut-être des gens qui nous regardent et qui se disent « Ok, mais moi, je fais quoi ? Comment j'arrive à me projeter dans cette bataille culturelle ? Quel est mon rôle ?» Et vous donnez des exemples de luttes qui, selon vous, ont fonctionné et de luttes récentes. Vous prenez l'exemple du féminisme. Pour vous, en France, en 2025, le féminisme est en train de triompher par bien des aspects, est en train de gagner en fait une partie de la bataille culturelle. Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça, sachant que certains pourront vous opposer l'essor des groupes masculinistes, par exemple, ou d'autres, ce qu'on appelle des retours de bâton, des backlash qu'on observe. Et pourquoi, selon vous, pourquoi ce thème-là ? Pourquoi le féminisme ? Pour moi, le féminisme, oui, c'est un des endroits où on s'en sort le mieux en termes de bataille culturelle, parce qu'on peut mesurer sur vraiment les 5-6 dernières années, de manière très récente, ou on va dire les 10 dernières années à peu près depuis MeToo, vraiment un changement de paradigme à l'échelle de notre société sur la perception des violences faites aux femmes. Alors ça se traduit pas forcément toujours en chiffres, notamment ni forcément en avancées législatives, même s'il y en a aussi, mais plutôt en termes de... Fenêtre d'Overton, en fait. Oui, complètement. Et donc voilà, c'est-à-dire le domaine de ce qui est acceptable. Aujourd'hui, il y a des propos qui auraient été considérés comme des propos radicaux féministes il y a quelques années qui sont devenus banalisés dans l'espace public. Le fait que le féminisme, certaines personnes n'osaient pas se définir, s'auto-attribuer le titre de féministe parce que c'était mal vu, parce que c'était cliché, c'était subversif. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on se revendique volontiers du féminisme, même quand c'est pour l'instrumentaliser. En termes de le terme féminicide, on a inventé un mot qui maintenant est rentré dans le domaine de la langue française. Et plus personne n'ignore qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, alors que c'était le cas déjà depuis très longtemps, mais personne ne le savait, avant que des collectifs, notamment Collège Féminicide Paris, mettent cette réalité sur la place publique. C'est pour ça que pour vous, les féministes sont en train de remporter la bataille culturelle, mais n'ont pas remporté la bataille institutionnelle, puisque toutes ces violences restent existantes et persistantes. Oui, tout à fait. Mais en fait, parfois, la tension entre institutions, législation et culture, ou ce qui se passe réellement dans la société, elle est assez ambiguë. Parce que, par exemple, on pourrait se dire le viol est un crime, donc c'est gagné. Sauf qu'en fait, on sait, puisqu'on vit dans la culture du viol, que ça a beau être inscrit dans la loi, les violences sexistes et sexuelles restent un véritable fléau en France en 2025. Et donc en fait, c'est pas parce qu'on a une avancée législative que les problèmes sont réglés. Et à contrario,
Parfois, on n'a pas l'avancée législative gravée dans le marbre, mais on peut quand même mesurer qu'au niveau culturel et sociétal, ça a bougé, ça a changé. Et donc du coup, parfois, c'est pas une réalité qui est tout de suite reflétée dans les chiffres ou tout de suite reflétée dans les institutions. Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, en fait, le changement arrive d'abord dans la société et ensuite ce sont les institutions qui se mettent au pas. Et c'est parce qu'on a théorisé la notion de consentement, parce qu'elle a essaimé dans notre culture via des ouvrages comme celui de Vanessa Springora. D'abord, ça a commencé avec MeToo, la libération de la parole, puis la libération de l'écoute. On a commencé à comprendre que, enfin, les violences sexuelles étaient systémiques, que c'était pas justement l'œuvre d'un homme marginal, monstrueux, de l'ordre de l'exceptionnel. Non, non, c'est de l'ordre du extrêmement répandu et ça traverse tous les pans de notre société. Ça, on l'a compris. Et ensuite, des œuvres sont venues faire essaimer tous ces concepts dans nos bibliothèques, dans nos esprits, dans nos cursus universitaires parfois. Et ensuite, on arrive à l'abaissement, par exemple, de l'âge légal pour consentir. Et tout ça, c'est arrivé après, en fait, qu'il y ait eu MeToo sur les réseaux sociaux, qu'il y ait eu le consentement en librairie. Donc on voit que la bataille, elle est du coup d'abord dans les idées, dans la culture, dans la société, et que les changements, ils adviennent d'abord chez nous, et ensuite, les institutions se mettent au pas. Pour autant, les institutions ne doivent pas être négligées dans le sens où l'application de politiques publiques à grande échelle peut venir confirmer, propager et pérenniser ce changement qui advient d'abord dans les mentalités. Et donc, pour terminer, pour vous, cette bataille culturelle, comme on a eu la bataille culturelle dans le féminisme, où il y avait quelque chose de très joyeux, c'est aussi ça que vous soulignez, ça doit se continuer, en fait, à se mener sur d'autres domaines avec de la joie, et que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'apanage de l'extrême droite qui se revendique aussi de la joie. Hein. C'est pas les seuls, ils appuient sur la peur, mais ils appuient aussi sur l'idée qu'il y a que eux qui sauraient bien vivre. Exactement. On est arrivé à une espèce de absurdité culturelle aujourd'hui où on a les personnes qui défendent le projet de société le plus violent, le plus isolant, le plus inégalitaire, qui se revendiquent d'être des bons vivants, de la bonne chair, de vouloir rire de tout, de vouloir. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet qu'on mettra sûrement à l'écran où on voit plein de personnes à des banquets de Français avec du saucisson, de la viande, de la musique pour dire voilà, ça c'est la France qu'on veut, la soi-disant France qu'on a eue, et ça fait partie aussi de la stratégie de communication. Exactement, et de vouloir cette fierté, voilà, d'être français, du drapeau, de vouloir se réjouir, ils ont investi la joie, et donc du coup, ils ont un projet qui divise, qui isole, qui précarise, qui violente, et ils passent pour ceux qui offrent finalement le plus de plaisir, le futur le plus désirable. Et à l'inverse, nous à gauche, dans les programmes progressistes, on vise quand même à ce que ce soit mieux pour tout le monde. Et on a un programme qui, pour moi, est beaucoup plus alléchant, est beaucoup plus égalitaire et qui vise vraiment à offrir des perspectives d'avenir pour le bien commun. Et on nous fait passer pour des empêcheurs d'exister, pour d'éternels rabat-joie, pour des gens qui voudraient aseptiser les assiettes, la culture, censurer. Je caricature, hein, bien évidemment. Pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Non, parce que c'est ce qu'on dit des personnes, par exemple, qui défendent l'écologie. Tout à fait. Exactement. Que voilà, on voudrait manger des graines et du tofu et qu'en fait, on ne sait plus, on a perdu totalement le goût de la culture française, etc. Pareil, je pense aux humoristes qui peuvent avoir parfois un humour extrêmement oppressif. Et nous, on passe les féministes, on passe pour les censeuses, on passe pour les empêcheuses de rigoler, celles qui cassent l'ambiance en soirée. Et donc pour moi, j'ai envie de renverser cette narration, de dire mais attendez, pas du tout. Si on s'attache aux faits, nous, ce qu'on promeut, au contraire, c'est du désir, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est de mieux vivre, c'est de mieux manger, c'est de ne pas avoir du poison dans nos assiettes, c'est de ne pas être tué par nos conjoints. Exactement. Donc ça, il faut le montrer, il faut le revendiquer, il faut dire mais attendez, notre projet de société, il fait envie, il est désirable, rejoignez-nous. Donc voilà, c'est cette espèce de déséquilibre entre la réalité d'une part et le récit qui est construit autour des idées qui sont défendues, que j'invite à se réapproprier. Bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Blanche Sabat d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, La bataille culturelle, qui est préfacé par Cyril Dion, vient de sortir et il est disponible aux éditions Casterman. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a semblé intéressant et utile, n'hésitez pas à nous apporter votre soutien en commentaire ou à partager cette vidéo autour de vous, bien sûr. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.